Citoyennes, citoyens, salut et fraternité, chers compagnons, bonjour. Nous sommes aujourd'hui donc le 22 décembre. Le 22 décembre, c'est le jour des Françoises aviaires. Alors, des Françoises, je vois, des aviaires. Le chapitre 87 de ce Tour de la France par deux enfants, écrit par G. Bruno, avec une lecture par votre serviteur Grégory Baudouin. Très long chapitre ce soir. Grands hommes de la Gascogne, Montesquieu, Fénélon, Daumesnil et Saint-Vincent de Paul. La maxime du jour, il y a quelque chose de supérieur encore au génie. C'est la bonté. C'est la bonté. Julien, en attendant le départ du navire qui devait l'emmener sur l'océan, s'empressa de mettre à exécution la promesse qu'il avait faite à son oncle de travailler avec ardeur. Il s'installa avec son carton d'écolier et son encrier en corne dans un coin de la chambre, et d'après les conseils de son oncle, qui lui recommandait toujours l'ordre et la méthode, l'ordre et la méthode, il ne saurait y avoir rien sans ordre et méthode, il fit un plan sur la meilleure manière d'employer chaque journée. Il y avait l'heure de la lecture, celle des devoirs, celle des leçons, et celle du jeu. L'heure de la lecture venue, Julien ouvrit son livre sur les grands hommes et se mit à lire tout en faisant quelques réflexions. Car il savait qu'on ne doit pas lire machinalement, mais en cherchant à se rendre compte de tout et à s'instruire par sa lecture. Quoique Bordeaux soit une ville commerçante avant tout, elle n'en a pas moins le goût des lettres. Et c'est près de Bordeaux qu'est né un des plus grands écrivains de la France, Montesquieu. Tiens, j'ai vu la rue Montesquieu à Bordeaux, c'est bien sûr en l'honneur de ce grand homme. Il m'a l'air d'être un savant. Voyons cela. Montesquieu était d'une famille de magistrats, et jeune encore, il entra lui-même dans la magistrature. On appelle magistrats les hommes chargés de faire respecter la loi. Ainsi, les juges devant lesquels on amène les criminels sont des magistrats. Les présidents des tribunaux et des cours de justice sont aussi des magistrats. Les fonctions de Montesquieu ne l'empêchèrent point de consacrer tous ses loisirs à l'étude. Lui qui par profession s'occupait de la loi, s'appliqua à étudier les lois des différents peuples pour les comparer et chercher les meilleures. Il a écrit là-dessus de beaux livres qui comptent parmi les chefs-d'œuvre de notre langue. Les immenses travaux qu'il eut à faire pour écrire son principal ouvrage, L'Esprit des lois. En première année de droit, on nous dit toujours il y a la loi et l'esprit de la loi, altérèrent sa santé. Il mourut en 1755, admiré de toute l'Europe. Il fut regretté jusque dans les pays étrangers. Montesquieu avait le plus noble caractère. Il était bon, indulgent, bienfaisant, sans orgueil, compatissant aux maux d'autrui. Je n'ai jamais vu couler les larmes sans être attendri, disait-il. L'amour de l'humanité était chez lui une véritable passion. Montesquieu est le premier écrivain français qui ait
protester éloquemment contre l'injustice dans l'esclavage, établie alors dans les colonies. Si cette institution honteuse a aujourd'hui presque disparu, presque, dans les pays civilisés, c'est en partie grâce à Montesquieu. Et à ceux qui, persuadés par ses écrits, ont condamné cette barbarie à l'égard des Noirs. Et là, je rajoute, entre guillemets, notamment. Oh, je me rappelle que c'est la France, la première, qui a aboli l'esclavage dans ses colonies. Et j'en suis bien fier, pour la France. Mais lisons, l'autre histoire, c'est celle d'un général, à ce que je vois. 2. Périgueux, jolie ville de 25 000 âmes à l'époque, sur la Dordogne, a fait naître Daumesnil. Les soldats qui combattaient avec lui l'avaient surnommé le Brave. Le Brave. À Wagram, il eut la jambe emportée par un boulet. Emportée par un boulet, la jambe. Devenu colonel, puis général, il fut nommé gouverneur de Vincennes, un des forts qui défendent les approches de Paris. Et à ce moment-là, le peuple l'appelait Jambe de bois. En 1814, les armées étrangères qui avaient envahi la France entourèrent Vincennes et envoyèrent demander à Daumesnil de rendre sa forteresse. « Rendez-moi d'abord ma jambe. » Et comme l'un des envoyés, irrité par cette saillie, lui répliquait « Nous vous ferons sauter !» Daumesnil, lui montrant simplement un magasin où étaient entassés 18 800 milliers de poudre. « S'il le faut, je commencerai et nous sauterons ensemble. » Les envoyés se retirèrent, peu rassurés, et le fort ne put être pris. L'année suivante, les ennemis envahirent de nouveau la France et revinrent mettre le siège devant le fort de Vincennes. De nouveau, ils députèrent des envoyés vers Daumesnil, qui était toujours en place. Mais comme la violence et les menaces n'avaient point réussi l'année précédente auprès du général, on essaya de le corrompre. Et on essaya de le corrompre par de l'argent. Il était pauvre. On lui offrit 1 million, pour qu'il rendît la place de Vincennes. Daumesnil, avec mépris, répondit à l'envoyé qui lui avait remis une lettre secrète du général prussien. « Allez dire à votre général que je garde à la fois sa lettre et la place de Vincennes. La place pour la conserver à mon pays, qui me l'a confiée, la lettre pour la donner en dot à mes enfants. Ils aimeront mieux cette preuve de mon honneur qu'1 million gagné. » Par trahison. Vous pouvez ajouter que, malgré ma jambe de bois et mes 23 blessures, je me sens encore plus de force qu'il n'en faut pour défendre la citadelle ou pour faire sauter avec elle votre général et son armée. Ainsi, Vincennes demeura imprenable grâce à ce général qui ne voulut jamais, ni se rendre,
ni se vendre. Ce général qui ne voulut jamais ni se rendre, ni se vendre. Bravo, bravo! Voilà un homme comme je les aime, moi. Plaise au grand architecte de l'univers, qu'il en naisse beaucoup en France comme celui-là. Vive la ville de Périgueux, qui a produit un si honnête général. Et après avoir regardé de nouveau le fort de Vincennes pour en faire lui-même des comparaisons entre cette forteresse et les autres qu'il connaissait, Julien tourna la page et passa à l'histoire suivante. 3. Fénélon. Fénélon, dont la statue s'élève à Périgueux, et avec Bossuet, le plus illustre des prélats français, et en même temps un de nos plus grands écrivains. Il fut archevêque de Cambrai et précepteur du petit-fils de Louis XIV. La ville de Cambrai a gardé le souvenir de sa bonté et de sa bienfaisance. En l'année 1709, au moment où la guerre désolait la France, attaquée par tous les côtés, à la fois nos soldats étaient dans les environs de Cambrai, mal vêtus et sans pain, car les horreurs de la famine étaient venues s'ajouter à celles de la guerre. Alors, Fénélon fit pour soulager notre armée tout ce qu'il était possible de faire, ordonnant aux paysans de venir apporter leur blé et donnant lui-même généreusement tout le blé qu'il possédait. Oh, le grand cœur! J'aime beaucoup Fénélon et je suis content qu'on ait élevé à sa personne une statue. 4. Le département des Landes, voisin de la Gironde, est loin de lui ressembler. C'est de loin le moins fertile et le moins peuplé de la France. Il est couvert de bruyères et de marécages et, en bien des endroits, ne nourrit que des maigres troupeaux de moutons. Pendant longtemps, on a même cru que rien ne pourrait venir de ce terrain que l'on qualifiait de stérile. Mais, on a fini par reconnaître qu'un arbre peut y croître et le fertiliser. Le pain. Le pain. Qui en couvre maintenant une grande partie et dont on récolte la résine. C'est un de ces pays plus pauvres encore autrefois que naquit d'une humble famille un enfant qui est devenu par sa charité une des gloires de la France. Vincent de Paul, que d'aucuns appellent Saint Vincent de Paul. Donc Vincent de Paul est né à Dax. Tout enfant, il gardait des troupeaux. Élevé au milieu de la pauvreté et de la misère, il en éprouva plus vivement le désir de la soulager. Il consacra ainsi sa vie entière à secourir les infortunés. C'est lui qui a établi en France les hospices pour les enfants abandonnés. Oh, je le connaissais déjà, cet homme-là, et je l'aime depuis longtemps. Je sais qu'il obtint des riches et dépensa en un hiver 3 millions de francs pour nourrir la Lorraine qui mourait de faim. Mais j'avais oublié où il était né, et je suis bien aise de le savoir. En même temps, Julien regarda dans son livre une image qui représentait un pâtre des Landes, suivant les troupeaux sur ses échasses. Car il y a de nombreux marécages dans les Landes, et on se sert d'échasses pour ne pas trop s'enfoncer dans la vase. Cette image amusa beaucoup Julien. Peut-être que Vincent de Paul, quand il était petit, gardait comme cela les troupeaux montés sur ses échasses. Je suis sûr à présent
de ne plus oublier où est né le bon Vincent de Paul. Alors, aussi beaucoup de gravures ce soir pour illustrer tout cela. Donc, la première gravure que voici. Montesquieu, qui est né en 1689 et mort près de Bordeaux en 1755. La deuxième gravure. Le château fort de Vincennes, près de Paris, il fut construit par Philippe Auguste. Louis XIV y venait souvent et rendait la justice aux portes du château sous un chêne qu'on a montré longtemps. Plus tard, le château fut transformé en prison. Maintenant, c'est un des grands forts qui défend Paris. À Vincennes se trouve une importante ferme modèle où les élèves de l'Institut agronomique de Paris viennent étudier l'agriculture pratique. Troisième gravure du jour. Le polygone de Vincennes, on appelle le polygone le lieu où les artilleurs s'exercent à construire des batteries, à manœuvrer et à tirer les canons. Au milieu d'un vaste terrain vide se trouve une butte de terre qui sert de point de mire aux boulets. Les artilleurs sont à une grande distance de cette butte et d'après les calculs exécutés sur un carnet, ils tournent la gueule du canon dans la direction voulue et lancent le boulet. Et un des plus célèbres soldats ayant suivi l'école d'artillerie, je rajouterai que c'était Napoléon. Napoléon Ier était artilleur à la base. Fénélon. Alors, voilà. Fénélon est né au château de Fénélon, Périgord, en 1651, mort à Cambrai en 1715. Il fait ses études à l'université de Cahors, puis à Paris. Ses ouvrages les plus connus des enfants sont Télémaque et les Fables. Enfin, les résignés des Landes. Ah non, j'ai dit enfin, mais il y en a encore une autre. Résignés des Landes. Le pin est un arbre très précieux et qui devrait être plus répandu car il croît sur les terrains les plus pauvres. Il assainit et fertilise le sol. De plus, il est d'un bon rapport, 50 francs en moyenne par hectare. Outre son bois, on tire chaque année du pin, la résine. Pour cela, des ouvriers font une entaille au-dessous de laquelle ils placent un petit pot. La résine sort goutte à goutte et remplit ce pot qu'on n'a plus qu'à revenir chercher au bout de plusieurs mois. On devrait, par un sage calcul d'hygiène et d'apiculture, couvrir de pin une foule de pays incultes qui, pauvres aujourd'hui, seraient bientôt enrichis et assainis par cette plantation. Et je ne voyais pas où est-ce qu'il voulait en venir. Voilà, la dernière gravure du jour. Et je vous l'avais dit, long chapitre aujourd'hui. Un berger des Landes, on appelle échasse, 2 perches ou bâtons munis d'une espèce d'étrier ou fourchon qui soutient le pied. Elles sont serrées aux jambes par des courroies. Les échasses ne sont pas seulement un jouet pour enfants. Les pâtres des Landes et du bois Poitou s'en servent pour marcher dans les marais et dans les sables. Eh bien, voilà, ça y est. Je ne vous dis pas demain, je ne pense pas. Je ne vous promets pas quand est-ce que je reviens. Nous reviendrons pour le chapitre 88, lettre de Jean-Joseph, réponse de Julien, l'océan, les vagues, les marées, les tempêtes, tout un programme. D'ici là, eh bien, je vous souhaite à toutes et tous un joyeux Noël. Et comme d'habitude, par le ciel, partout, pour tous, que la force soit avec vous en cette année 2020 de merde.
Et surtout, faites attention à vous, faites attention aux vôtres. Salut et fraternité.